Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de notre émission Beltalk. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir M. Idriss Azami Idrissi, ex-ministre du Budget, ancien maire de Fès et membre du PGD, à l'occasion du congrès que le parti s'apprête à tenir. Dans un contexte politique tendu, ce congrès soulève de nombreuses questions sur le positionnement du parti, son leadership, les tensions internes et aussi les perspectives pour les élections 2026. On va explorer tout cela avec vous, M. Idriss Azami Idrissi. Merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue. Merci à vous pour cette invitation et j'espère que cet échange sera utile pour représenter le congrès, représenter les attentes qui émanent de ce congrès et bien sûr répondre à vos questions. Je suis là pour ça. Merci. Alors la première question, selon vous, la principale mission de ce congrès durant cette conjoncture? Alors, tout d'abord, il s'agit du 9e congrès national du Parti de la Justice et du Développement. C'est un congrès pour nous qui intervient dans un contexte qui est pour le parti, à un moment où le parti commence à prendre sur le plan, sa place sur le plan de l'opposition. C'est un contexte qui est tout à fait différent par rapport au contexte qui a suivi les élections de 2021. Après les élections de 2021, tout le monde sait que le parti a connu des résultats qui étaient décevants pour le parti et bien sûr il faut dire également qu'il a été décevant pour la démocratie marocaine parce qu'un parti qui avait 125 élus chute à 13 élus, c'est inexplicable. On ne va pas rentrer dans le détail mais c'est inexplicable. Ce qui est essentiel, c'est qu'aujourd'hui nous sommes dans un autre contexte qui est favorable pour le parti. Pourquoi? Parce que le parti a fait son travail. Après 2021, après ces résultats décevants, le parti a eu un nouveau secrétariat général, un nouveau secrétaire général en la personne de Saad El Kenan. Et c'est à partir de là, nous avons commencé à faire notre travail. Et nous avons travaillé sur deux volets essentiels. Le volet qui est un volet consacré pour le parti, c'est le volet du référentiel. Nous avons été chaque fois qu'il y a des dossiers qui touchent le référentiel islamique du parti, qui est le référentiel islamique finalement de la société et de l'État. Donc nous avons été présents chaque fois que la Palestine a été attaquée et Dieu sait que avec ce gouvernement et avec cet État fantoche entre parenthèses, nous continuons à vivre et surtout nos frères à Gaza et en Palestine continuent à vivre sous les bombes de cet État mafieux. Nous avons été présents sur le dossier de la famille et nous avons défendu notre position qui est conforme par rapport à la Constitution, conforme par rapport aux directives de Sa Majesté le Roi. Donc ça c'est le premier volet qui est un volet essentiel et sur lequel le parti a été toujours présent. Bien sûr, nous avons été également présents sur le volet des droits de l'homme et sur le volet des libertés publiques. Nous avons également, et c'est là où ça a été la valeur ajoutée du parti, nous avons été présents sur les dossiers vis-à-vis du gouvernement. En tant que parti d'opposition, nous avons été les premiers à mettre en avant le conflit d'intérêts dont souffre ce gouvernement et qui continue jusqu'à aujourd'hui, que ce soit sur le volet de la station de dessalement de Casablanca, sur le volet du marché public avec l'ONE et aujourd'hui, et nous vivons cette actualité sur le volet des importations relatives aux ovins, aux bovins, etc. Donc nous avons été les premiers à attaquer le gouvernement sur ce volet-là et surtout à mettre en avant les défis, les dangers de cette politique-là sur la gouvernance publique, sur la confiance entre le citoyen et le gouvernant et sur l'économie nationale. Et bien sûr, un autre volet, c'est le volet, nous avons été les premiers à mettre en avant des chiffres sur l'économie marocaine, à mettre en avant le problème dont a souffert 8,5 millions de Marocains et de Marocaines par rapport au bénéfice de l'assistance de maladie obligatoire. Nous avons été également présents sur le volet de la politique
de l'emploi de ce gouvernement-là, avec laquelle on assiste jusqu'à aujourd'hui de plus de 13%. Et donc, sur tous ces volets-là, le PJD a été présent à travers, bien sûr, ses communiqués, les communiqués du secrétaire général, à travers des conférences de presse et à travers le groupe parlementaire, qui est un groupe qui est très actif et qui est à la page et qui a toujours été face au gouvernement pour lui rappeler les désengagements sur lesquels il n'a rien fait jusqu'à date d'aujourd'hui, que ce soit sur l'emploi, que ce soit sur la politique de ce qu'ils appellent l'état social et l'assistance maladie obligatoire, et etc. Donc sur tous ces dossiers-là, le PJD a fait son travail, ce qui fait aujourd'hui, le parti se prépare pour son congrès avec un autre niveau et puis avec un autre moral qui a mobilisé les troupes après la démobilisation de 2021. Alors toujours sur le congrès, quelles seront les priorités abordées cette fois-ci et peut-on s'attendre à une refonte idéologique ou simplement une réorganisation structurelle? Non, on ne peut pas parler d'une refonte idéologique. Le parti, à travers son programme général, a été toujours un parti qui travaille dans le cadre de la Constitution et dans le cadre de la loi, et avec un référentiel, il fait référence à l'islam qui est en fait la religion de l'État et la religion de la société. Et bien sûr, en plus de ça, le parti va consacrer ce référentiel-là, mais également c'est un parti qui se prépare, quelle que soit sa position, que ce soit dans l'opposition ou dans le gouvernement, de faire le travail d'un parti qui est sérieux, c'est-à-dire qui suit les politiques publiques, qui suit l'impact de ces politiques publiques sur la nation, sur les citoyens, et qui avertit, qui propose. À la fois, nous sommes là pour critiquer lorsqu'il s'agit de critiquer, et c'est-à-dire de mettre en avant les problèmes auxquels sont confrontés les citoyens et auxquels sont confrontés ces politiques publiques-là, mais en même temps de proposer. Donc c'est un parti qui se place comme étant un parti citoyen, un parti national et un parti qui, en plus de son socle qui est lié à son référentiel-là, il est là un parti qui a de l'expérience, qui a derrière lui 10 ans de pratique au niveau du gouvernement, plusieurs fois présent au niveau des collectivités territoriales. Donc c'est un parti qui dispose de cadres qui sont à la hauteur des défis de la nation, qui sont à la hauteur des défis de la société marocaine, qui sont à la hauteur des défis de l'économie marocaine et qui sont là pour faire leur travail. Pour faire leur travail, non pas par rapport à des positions données, que ce soit au Parlement ou au gouvernement au niveau des collectivités territoriales, mais qui sont là pour faire leur travail et faire bénéficier le pays, faire bénéficier notre pays de leur expérience et de leur dévouement, parce que c'est l'essentiel d'un parti politique. Un parti politique, il est là pour à la fois dire ce qui va et ce qui ne va pas, être à la page en termes de politique publique, proposer, critiquer et avertir sur des dérapages qui peuvent être, que ce soit au niveau des droits et libertés, des dérapages qui peuvent être au niveau des politiques publiques, des dérapages au niveau des politiques sociales. C'est la vie de la nation qui dépend de ce type de travail qui est à la fois l'essentiel d'un parti politique. Alors, concernant le leadership du parti, Abdelilah Benkiran peut-il se représenter? Si oui, quelles seront les conséquences politiques pour le parti? Alors, sur cette partie de leadership du parti, le PJD a des procédures qui sont propres à lui, des procédures qui sont consacrées, qui, d'abord, aucun membre du parti ne se présente de lui-même pour briguer un mandat donné. Ça, c'est une règle. Ce sont les membres du parti qui nominent des propositions. Le cas, par exemple, du secrétariat général, la procédure du parti, du PJD, qui est consacrée dans le cadre de ses statuts, elle est comme suit. Elle est de 3 phases. La première, c'est la nomination. Ce sont les membres du parti, les membres du Conseil national, de l'ancien Conseil national et du Conseil national qui sera élu lors du congrès, qui proposent chaque membre, c'est-à-dire le collège électoral, il est autour de 500 personnes, disons comme ça, 500 personnes, qui chacun propose 2 ou 3 propositions. Et donc c'est à partir de là, à partir de ce vote de ces 500 membres
de l'ancien Conseil national et du nouveau Conseil national qu'on va prendre les nominés qui ont plus de 10% de voix exprimées. Donc ça, c'est la première phase, c'est la phase de la nomination. Donc aucun membre n'a le droit de se présenter de lui-même. Ce sont les membres du parti qui nominent et qui présentent. Ça, c'est le premier niveau, donc c'est la nomination. Deuxième niveau, c'est l'élection, c'est le vote. Et c'est tout le congrès. Et donc on a choisi les personnes qui ont été nominées et qui ont plus de 10% de voix exprimées. Et on passe à la deuxième phase, c'est tout le congrès, c'est à peu près 1700 personnes qui vont voter pour l'un des personnes qui ont été retenues et qui ont pu bénéficier de plus de 2%. Donc c'est un vote anonyme, secret, qui va désigner. Et donc celui qui sera désigné, il jouira de la légitimité du congrès, il jouira de la légitimité des membres du parti à travers les gens qui sont au congrès. Et à partir de ça, à partir de cette légitimité, à partir de ce vote qui est secret, qui est confidentiel, qui est personnel, c'est une responsabilité personnelle de chaque membre, celui qui sera élu bénéficiera de la mobilisation du parti. Et bien sûr, non seulement ça, mais il est lié en plus par le fait que le parti va consacrer et va voter ce qu'on appelle le programme général. C'est là où il y a le référentiel du parti par rapport aux problèmes, par rapport aux défis économiques, aux défis politiques, aux défis sociaux. Et un deuxième document, qui est un document contractuel, qui est le document de l'offre politique du parti. Donc non seulement nous avons une élection qui est libre et auquel aucun membre n'a le droit de se présenter, mais ce sont les membres qui nominent et ce sont les membres du Congrès qui votent, mais en plus, celui qui est élu, en plus de sa légitimité vis-à-vis des membres du parti, il a une feuille de route sur laquelle il doit travailler, c'est-à-dire le programme général et l'offre politique du parti, et bien sûr les statuts du parti qui sont déjà là et qui sont amendés sur quelques dispositions. Donc voilà le principe qui conduit toute la procédure de l'élection du leader du parti. D'accord. Alors certains parlent de tensions internes au sein du PGD. Confirmez-vous ces divisions? Quelle est leur nature? Et est-ce que ces différences sont liées aux questions de leadership ou aux orientations idéologiques? Non. Le PGD, c'est un parti politique. C'est un groupement de personnes, hommes et femmes de bonne volonté, et qui s'associent et qui s'unissent autour d'un référentiel et autour de documents contractuels. J'ai parlé du programme général et j'ai parlé de l'offre politique. Ce sont deux documents qui engagent chaque membre du parti et qui engagent les leaders du parti. Bien sûr, ce n'est pas un parti qui est sclérosé, ce n'est pas un parti qui est avec une direction unique, avec des têtes qui pensent de la même manière. Et bien au contraire, c'est une bonne chose du fait qu'il y a ces débats. Nous sommes un parti qui débat. D'ailleurs, j'ai oublié de dire que lors de l'élection, après la nomination et avant le vote, on a 5 heures de délibération. C'est-à-dire que les membres de l'ancien Conseil national et du nouveau Conseil national, ils montent au créneau, ils montent et ils disent ce qu'ils pensent des nominés. C'est-à-dire de leur capacité à diriger le parti, de leur capacité de leadership, de leur capacité de donner du sens à ces documents-là. Et donc, c'est un parti qui a toujours été sur le volet de la délibération, c'est un parti qui a été toujours où il y a des différences. Bien sûr, de plus en plus, il y a des différends, bien sûr, mais de plus en plus, nous nous approchons du jour J, des gens qui lancent des ballons par-ci, des ballons par-là, qu'il y a des différences. L'essentiel pour le parti, c'est que c'est un parti qui a des procédures, qui a des documents contractuels sur lesquels il travaille, et c'est un parti qui demande la mobilisation de tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, le contexte, j'ai parlé au début d'un contexte qui est favorable pour le parti, mais je n'ai pas oublié qu'il y a un contexte qui est difficile pour notre pays. Nous avons un monde qui bouge, avec des difficultés et des défis qui sont très grands, qui demandent que nous soyons sur le plan interne très forts, très mobilisés, et donc nous avons besoin de partis qui sont très forts. Donc ce contexte-là nous demande plus de mobilisation, plus d'unité et plus de rassemblement autour des documents d'abord contractuels, qui sont le programme général et l'offre politique du pays, et bien sûr par la suite
une mobilisation autour du leader qui sera choisi encore une fois de manière libre, de manière secrète et de manière confidentielle par les membres du parti et qui jouira de cette légitimité du Congrès. Alors, à l'échelle internationale, quelle est aujourd'hui la position du PJD par rapport à la cause palestinienne, notamment face à la normalisation et à la situation actuelle à Gaza? Nous avons été clairs dès le début par rapport à cette question-là. Le parti n'a jamais été pour la normalisation et ne sera jamais pour la normalisation. Et raison de plus, et d'autant plus dans un contexte où cet État fantoche, cet État criminel, cet État nazi a démontré que la seule voie qu'il connaît, c'est la voie d'abord d'être avec une confrontation totale avec le droit international, une confrontation totale avec les conventions internationales, et il cherche tout simplement à détruire le peuple palestinien et à détruire la cause palestinienne. Donc le parti, il a été toujours clair sur cette question-là de la normalisation, et nous avons, de par plusieurs communiqués depuis plusieurs mois, demandé à ce que le Maroc rompe ses relations et élimine toutes les conventions avec cet État, encore une fois, meurtrier, cet État criminel, cet État qui est reconnu non seulement par les populations qui se mobilisent, que ce soit au Maroc ou ailleurs, mais dont les leaders, entre parenthèses, les leaders criminels, sont poursuivis par les cours internationales de justice. Donc, le parti, pour lui, cette question, elle est claire, il est aux côtés, il sera toujours aux côtés des frères palestiniens pour la libération totale de leurs terres et pour avoir leur nation et leur État avec comme capitale le Quds Sharif. Ça, c'est la position claire et nette du parti PJD. D'accord. Alors, on passe aux perspectives 2026. Comment envisagez-vous la place du PJD lors des élections législatives 2026 et quelles alliances sont envisagées à l'avenir? Est-ce que le PJD pourra-t-il s'imposer de nouveau dans un paysage politique marqué par une forte concurrence? D'abord, parler de forte concurrence, moi je ne dirais pas qu'il y a une forte concurrence. D'abord, ce gouvernement doit avoir de la modestie, il doit être responsable de ses actes. Les résultats de ce gouvernement ne sont pas des résultats qui lui donnent, je ne parle pas de la légitimité électorale de 2021. Maintenant, je parle de la légitimité sur le plan de l'exercice gouvernemental. Nous avons un gouvernement qui est frappé du sceau du conflit d'intérêts, au plus haut niveau. Le chef du gouvernement, il est lui-même frappé du sceau du conflit d'intérêts. Et nous avons un gouvernement qui a échoué sur tous les plans. Les 10 engagements sur lesquels ce gouvernement s'est engagé, que ce soit les 1 million d'emplois nets à créer lors de cette législature, que ce soit sur le fait d'augmenter et de faire remonter le taux d'emploi des femmes de 20% à 30%, le reculant à 18%, alors qu'il s'est engagé sur 30%, que ce soit sur la politique de la mise en œuvre de l'aide directe ou de l'assurance maladie obligatoire. Nous avons ce gouvernement qui a mis hors champ et hors bénéfice de cet amont 8,5 millions de citoyens et de citoyennes. Donc c'est un gouvernement qui a échoué sur les 10 engagements sur lesquels il a signé et sur lesquels il a obtenu le vote de la Chambre des députés. Donc ce gouvernement n'est pas légitime pour réclamer la première place. Et donc c'est un gouvernement qui rendra des comptes devant les citoyens. Nous, notre position à nous, c'est d'aller vers les citoyens, comme nous l'avons fait depuis 2021 jusqu'à date d'aujourd'hui, et on ne le ferons jusqu'à 2026, c'est de dire que le pays a besoin de partis politiques forts, de partis politiques qui peuvent, s'ils ne sont pas au gouvernement, pour agir sur les politiques publiques, au moins qu'ils auront la capacité de faire tourner les outils qui sont dans la Constitution. Aujourd'hui, l'opposition, par exemple, ne peut pas actionner beaucoup de dispositions au niveau de la Constitution, que ce soit la confiance, que ce soit les commissions d'enquête publique, parce que nous avons besoin d'un quorum. Et les élections de 2021 n'ont pas donné ce quorum à l'opposition. Donc nous avons besoin d'un Parlement qui est équilibré, avec un gouvernement fort, avec des partis politiques forts qui sont capables d'être à l'écoute, d'expliquer les politiques,
de ne pas pratiquer les conflits d'intérêts et les délits d'initiés, chose que nous avons vécu malheureusement avec ce gouvernement-là. Et nous avons besoin à la fois d'une opposition, d'un Parlement qui est équilibré, qui est doté de compétences réelles, pas de compétences qui ont été boostées et avec de l'argent et avec plusieurs. Nous avons besoin d'un Parlement qui est constitué d'hommes et de femmes capables de parler au public, capables d'expliquer du côté de la majorité, capables d'attaquer du côté de l'opposition pour ne pas laisser le terrain vide ou vide. La nature a horreur du vide. Or, aujourd'hui, avec ce gouvernement, malheureusement, nous vivons dans le vide parce que le gouvernement n'arrive pas à prendre la place qui doit être au niveau du gouvernement. Nous avons vécu ces dernières semaines une course pour s'attaquer à des politiques publiques qui ont été votées par le même gouvernement. Le problème des importations du cheptel, ce sont les trois partis de la majorité qui ont voté la loi de finances, qui a donné ces exonérations, et ce sont ces partis de la majorité qui ont donné leur accord dans le cadre du Conseil de gouvernement pour les différents décrets c'est-à-dire qui ont donné des exonérations fiscales et douanières. Et aujourd'hui, on assiste, chacun se détache, chacun se réclame qu'il n'est pas d'accord avec cette politique, chose qui est à la fois vraiment ahurissante pour un pays qui doit mobiliser toutes ses troupes, qui doit mobiliser toutes ses parties. Et donc notre position à nous et notre parti à nous, c'est d'être c'est d'être avec un groupe parlementaire qui est capable, que ce soit au niveau de la majorité ou au niveau de l'opposition, capable non seulement de critiquer et non seulement de proposer, mais également de faire porter la responsabilité au gouvernement et de faire porter la responsabilité sur des politiques publiques qui ne marchent pas aux gens qui sont responsables de cette politique-là. D'accord, alors une petite dernière question avant de finir. Que pensez-vous des récentes déclarations de Moustapha Ramid qui a vivement critiqué la manière dont Abdelila Ben Kiran a dirigé le PGD en l'accusant de confondre gestion partisane et gestion institutionnelle? Je n'ai pas de commentaire à faire sur quelque chose que je n'ai pas, que j'ai décidé de ne pas, j'ai décidé de ne pas suivre, de ne pas écouter et de ne pas, c'est-à-dire, j'ai décidé de manière consciente que pour moi, et c'est pas la première fois, pour moi, ce qui m'importe et ce qui importe aux membres du parti, c'est de s'attaquer au mal du conflit d'intérêts. C'est de s'attaquer au mal du conflit d'intérêts. C'est de s'attaquer au mal du délit d'initié. C'est de s'attaquer au mal des politiques publiques qui sont conduites par ce gouvernement qui amènent à plus de pauvreté, à plus de chômeurs, à plus d'importations que de bénéficier aux produits nationaux. C'est ça l'essentiel pour un parti politique. Et donc, pour moi, j'ai décidé de ne pas suivre ce type de déclaration. Chacun est responsable de ce qu'il dit. L'essentiel pour moi, c'est que le parti doit faire son travail, bien sûr avec des différences, avec des discussions, mais il faut toujours garder le cap. Le cap, c'est un parti politique qui est essentiel. C'est un parti politique dont le Maroc a besoin, en toute modestie, a besoin, parce que les partis politiques, comme la Constitution le dit, mais comme la réalité encore le dit, c'est un besoin essentiel pour faire vivre la démocratie, pour faire vivre le développement, pour mobiliser les citoyens et pour garantir la stabilité dont notre pays a besoin et également confronter les défis auxquels notre pays est confronté. D'accord, alors c'est la fin de notre épisode aujourd'hui. Merci à vous, Monsieur Azami, pour vos éclairages précieux sur le congrès du PGD. Et nous suivrons de près l'évolution du parti à l'approche des élections 2026. Je suis Nassima Kab et j'ai été ravie de vous accompagner tout au long de cet épisode. Merci à tous et à très bientôt.